Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes directeur fondateur du cabinet de conseil et d'analyse économique Asteres. Votre société réalise régulièrement des études sur les marchés de l'immobilier, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire. Alors récemment, les grands réseaux immobiliers se sont montrés plutôt optimistes. Ils ont livré leur bilan et les perspectives pour cette année. Retour de la confiance, hausse des transactions, reprise de la croissance, maintien des taux d'intérêt très bas, des conditions économiques idéales pour le marché immobilier. Est-ce que, tout d'abord, vous partagez cet optimisme ou bien, selon vous, l'équilibre est encore fragile ? Les deux. C'est-à-dire que je partage dans la mesure où, oui, aujourd'hui, il y a une reprise, les indicateurs le montrent. C'est comme pour l'économie française, d'ailleurs, au fond. C'est-à-dire que très clairement, on a une amélioration de la situation, mais c'est une amélioration qui est extrêmement lente. Alors, ce qui est intéressant sur le marché de l'immobilier, c'est que très clairement, c'est un marché. Et donc, la baisse des prix a permis de resolvabiliser un certain nombre d'acheteurs potentiels et ça a permis un retournement du marché, donc conjugué à des conditions financières, comme vous l'avez souligné, qui restent excellentes. On a en effet deux facteurs qui sont très favorables au marché en 2016. Après, il faut quand même bien avoir en tête que la France est un pays de chômage de masse, c'est un pays de chômage de masse de longue durée, où on n'a pas encore fait les réformes qui permettraient de faire diminuer fortement ce chômage dit structurel, et ça, c'est quand même quelque chose qui va peser aussi structurellement sur le marché de l'immobilier. Quelqu'un qui n'est pas en emploi, il aura de très grandes difficultés à devenir acheteur et à rejoindre le marché. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Donc reprise oui, mais enfin reprise relativement lente. Et d'où pourrait venir la menace en fait? Est-ce que ça peut venir aussi des États-Unis, de remonter des taux de la Fed ou... Bien sûr. Alors vous savez que les économistes ont toujours des difficultés à prévoir les évolutions de taux d'intérêt et évidemment je ne déroge pas à cette règle. Cela dit, on a quand même changé de monde, c'est-à-dire qu'on est dans une période où les taux d'intérêt maintenant vont remonter. Pas tout de suite en Europe. La remontée, elle a commencé aux États-Unis et c'est d'ailleurs très bien parce qu'il faut bien voir que nous avons vécu 10 ans avec des taux d'intérêt qui étaient faux, qui étaient sous-évalués. Ce qui veut dire que tous les prix des actifs financiers, qu'il s'agisse des actions, des obligations, mais aussi actifs immobiliers, tous ces prix étaient faux, tous ces prix étaient surévalués. Donc de ce point de vue-là, 2016, c'est le début du retour à la vérité. Quand on est alcoolique, il n'est pas idiot de commencer une cure de désintoxication. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai soutenu ces politiques monétaires très expansionnistes au moment de la crise. Mais aujourd'hui, il est véritablement temps d'en sortir. On commence à en sortir très lentement aux États-Unis. L'Europe va suivre. Pas tout de suite, parce que vous avez un décalage de conjoncture relativement long, peut-être 6 mois, 1 an entre l'Europe et les États-Unis, mais le resserrement monétaire viendra aussi en Europe, et à partir de là, il est difficile de faire des prévisions sur les taux d'intérêt à long terme, parce que vous savez, les taux d'intérêt de long terme, c'est comme les taux de change, ils ne sont jamais au niveau auquel ils devraient être, ils sont soit trop bas, soit trop hauts. Ces dernières années, ils étaient trop bas, on ne peut pas exclure que ces prochaines années, ils soient trop hauts. Donc là, oui, il y a un risque, bien évidemment. Il y a un risque, effectivement. Alors, pour revenir à la politique du logement en France, depuis des décennies, à gauche comme à droite, ça n'a pas marché, les politiques du logement ont échoué. C'est-à-dire manque de construction, précarité, mal logement, des prix qui ont été multipliés par 2,5 depuis 1996. Pourquoi on n'y arrive pas ? On n'y arrive pas alors même qu'on dispose de toutes les réponses et qu'on pourrait très bien faire. On n'y arrive pas parce qu'on s'y prend mal et on n'y arrive pas parce qu'il y a des problèmes politiques. Déjà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très simple. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qui dysfonctionne parce que vous avez un écart persistant entre l'offre et la demande. Donc il faut arrêter d'augmenter la demande à coût d'aide au logement. Ces aides au logement représentent aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros par an. C'est un effet inflationniste. Non, mais bien sûr, mais c'est quelque chose de désastreux, de nocif. Ça pèse sur les finances publiques, ça pèse sur les prélèvement obligatoire, bien évidemment. Les défenseurs disent qu'en taxe, cela rapporte plus, ça rapporte entre 60 et 80 milliards. Les défenseurs, oui, mais ce n'est pas un très bon argument. C'est encore pire, si vous voulez. C'est-à-dire que non seulement on a des aides au logement qui sont inflationnistes, mais en plus, on surfiscalise et cette surfiscalisation ne sert à rien. Donc, je veux dire, voilà. Donc non, ce n'est pas un bon argument. En revanche, donc, ce que l'on doit faire, c'est augmenter, voilà, c'est bien évidemment augmenter l'offre de logement, c'est libérer l'offre, mais là où on en a besoin. C'est-à-dire que quand vous regardez au fond le nombre de logements en France, il y a des logements en France. C'est faux de dire que le stock de logements est tout petit. Il est plus important que dans d'autres pays. Il est plus important qu'en Angleterre, par exemple. Mais on n'a pas de logement là où il faudrait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logement dans les zones tendues. Et donc, ce qu'il faut absolument que l'on arrive à faire, c'est densifier les zones tendues. Et ça n'est, alors je mets plein de guillemets, évidemment, ça n'est qu'un problème politique. C'est-à-dire que c'est vraiment, au fond,
le sujet des permis de construire. Qui détient le permis de construire? D'abord, et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse remonter les permis de construire. Alors tout le monde d'ailleurs est un peu dans cette idée-là, mais vers l'intercommunalité, ça c'est très important. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment laisser tranquilles les propriétaires. Si on veut avoir plus de logements en France, il faut simplifier la vie des propriétaires. Et c'est là où on peut commencer à être politiquement incorrect, ce qui est beaucoup plus amusant. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut que quelqu'un qui ne paye pas puisse être expulsé de son logement, sous certaines conditions, bien évidemment. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Il faut arrêter de plafonner les loyers. Enfin, il faut arrêter toutes ces âneries. Et si on arrête de faire ça, on pourra résoudre le problème du logement en France. Faut-il instaurer un statut fiscal du bailleur privé, qui le bailleur privé, comme un chef d'entreprise, à la limite prend des risques, met son argent Mais même pas, j'entends toutes ces propositions qui sont très astucieuses, mais je crois qu'on a besoin de normalité. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un statut particulier, je pense qu'on a besoin de normalité. Au fond, en France, comme souvent, pardonnez-moi de pontifier un peu, mais on est dans ce que Max Weber appelait l'éthique de la conviction. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut être gentil avec les gens qui ont des problèmes de logement, et donc on va pourrir la vie des autres. Bon. Sauf que moi, je suis dans ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce sont les conséquences. Si simplifier la vie des propriétaires, c'est bon pour ceux qui veulent accéder au logement, il faut le faire. Et vous savez, je prends souvent le parallèle entre le marché du logement et le marché du travail. Je vais choquer certaines personnes qui nous regardent, mais ce sont des sujets qui sont simples intellectuellement. On sait comment faire pour libérer la construction de logements, on sait comment faire pour revenir au plein emploi, on sait les mesures qu'il faut prendre, mais on ne les prend pas parce qu'on refoule, parce qu'on est bien pensant, parce qu'on ne sait pas le présenter politiquement, parce que vous et moi, je me mets dedans, bien évidemment, on n'a pas bien fait notre job ces dernières années. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire comprendre à l'opinion publique quelles seraient les bonnes mesures qui permettraient de résoudre les problèmes de mal logement dont vous parlez à juste titre. Et donc ce travail de pédagogie, on le fait là, mais il faut l'intensifier, il faut le faire encore plus, et puis il faut qu'on soit plus convaincant. L'économie collaborative, est-ce qu'elle va bouleverser le marché, que ce soit en termes de crowdfunding ou même sur les plateformes, les réseaux type Airbnb? Est-ce que c'est en train de bouleverser le marché de l'immobilier? Oui, c'est en train de bouleverser tous les marchés. C'est en train de bouleverser le marché de l'immobilier. Il faut bien comprendre que ces entreprises du secteur collaboratif, j'aime pas le terme d'ailleurs collaboratif, que je trouve très bisounours, économie du partage, économie collaborative. Non mais contrairement à ce que dit Jérémy Rifkin, c'est pas du tout la fin du capitalisme ou l'après-capitalisme, c'est le stade ultime du capitalisme. Hein. C'est très exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous détenez un actif, un logement dans le cas présent, mais ça peut être une voiture aussi, et au lieu de ne l'utiliser que pour vous, quand vous ne l'utilisez pas pour vous, vous en vendez les services, vous en louez les services. Donc c'est vraiment le stade, c'est le capital au sens marxiste, si vous voulez. C'est le stade ultime du capitalisme. Ce sont des entreprises qui sont ça c'est très important de bien comprendre ça, qui sont des entreprises de nouvelles technologies. Si ces entreprises explosent, c'est parce que leurs algorithmes, c'est parce que la technologie permet de le faire. Et la technologie, elle continue de faire des progrès absolument colossaux. Et donc oui, nous en sommes au début, et il ne sert à rien de dire on va les interdire, on va dissoudre telle ou telle chose, parce que la technologie, vous ne pouvez pas l'interdire. Interdire la technologie, c'est arrêter le fleuve Amazon avec une passoire, ça ne fonctionne pas. En revanche, vous pouvez bien évidemment réguler. Il faut réguler pour que ces entreprises payent des impôts, et on voit bien que ça commence à être le cas. Airbnb a fait un excellent partenariat avec la mairie de Paris sur la question de la taxe de séjour cet été. Ça, ce sont des avancées très, très importantes. Il faut aussi évoquer la question des cotisations sociales, au fond, parce que ce sont des activités. Quand vous êtes un hôte Airbnb, c'est une activité qui n'est pas soumise à la cotisation. Mais est-ce que ça veut dire qu'on consomme l'immobilier différemment? Mais bien sûr, on va consommer. En tout cas, une partie de l'immobilier différemment. C'est-à-dire que quand je regarde au fond ce que signifie l'économie collaborative pour tous les secteurs qui ont été touchés par Blablacar, Uber, Airbnb, etc., on voit que c'est très destructeur pour les segments de marché à plus faible valeur ajoutée. Alors je vais mettre les pieds dans le plat. Prenons les agents immobiliers. Un certain nombre d'entre eux nous regardent. Je ne pense pas du tout que la profession des agents immobiliers va disparaître, en général. En revanche, je pense que les moins bons, eux, vont être pulvérisés, complètement pulvérisés. Et donc, oui, on va avoir une redéfinition des cartes dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur des transactions, notamment au bénéfice de ceux qui ont un bon service, qui présentent une forte valeur ajoutée, et les autres, en revanche, se feront littéralement balayer par les plateformes. Et comme je suis quelqu'un de méchant, j'ajouterais tant mieux. Nicolas Bouzou, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.